Nous voilà arrivés dans la 10e et dernière séquence consacrée à l'étude de cas proposée par McLean et Anderson en 1966. Et c'est une étude de cas qui est venue illustrer la mise en œuvre de la stratégie Extreme Vertex Design que l'on peut, comme on a vu, facilement appliquer en présence de mélanges présentant 3, 4, 5, parfois 6 constituants. Donc nous arrivons à la conclusion, et dans cette conclusion, nous allons faire un retour dans un premier temps sur la boucle d'optimisation et la notion d'optimisation sous contrainte, même si nous avons vu dans les étapes précédentes que la qualité du modèle obtenu suite à la campagne expérimentale n'était pas très prédictive. Mais par principe, on va voir comment on applique l'utilisation d'une méthode d'optimisation sous contrainte pour essayer, rappelons-le, de maximiser l'intensité lumineuse, ce qui est l'objectif des expérimentateurs, à partir d'un mélange présentant 4 constituants, du magnésium, du nitrate de sodium, du nitrate de strontium et un liant. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on est confronté à un problème d'optimisation en formulation, on a choisi des constituants, ces constituants on les a mélangés, et ce qui a donné lieu à des caractéristiques. Et pour limiter la taille de la campagne expérimentale, les expériences que l'on réalise doivent permettre de faire une modélisation la plus fiable ou la meilleure possible entre la variation des réponses observées et la variation des variables internes qui sont ici les proportions des constituants, en cherchant à obtenir, ce qui n'est malheureusement pas le cas ici, un modèle certes le plus descriptif possible mais aussi le plus prédictif. Et donc ici, hélas, aucun des modèles, que ce soit le modèle polynomial de degré 2 ou des modèles alternatifs, ne peuvent prétendre à une quelconque qualité prédictive. Alors ceci dit, lorsque on dispose d'un modèle qui est prédictif, comment va-t-on utiliser ce modèle pour faire tourner la boucle et tenter d'atteindre un optimum, au moins dans l'espace numérique, pour proposer un essai de validation par la suite aux expérimentateurs? Eh bien, on fait ce qu'on appelle de l'optimisation sous contrainte. Alors, j'ai reproduit ici une partie d'une feuille Excel parce qu'elle va nous montrer les éléments dont on a besoin. Bien évidemment, ce genre d'approche sera illustré dans la partie qui est atelier informatique, où vous pourrez voir directement avec Excel ou avec un logiciel tel que Minitab comment on met en œuvre ce type d'optimisation. Alors pour mettre en œuvre l'optimisation, le principe va être de chercher à atteindre un objectif. Cet objectif, il est représenté par quoi? Il est représenté par l'intensité lumineuse. Et que souhaite-t-on faire de cette intensité lumineuse? On souhaite la maximiser. Comment obtenir maintenant, puisque nous disposons d'un modèle, l'intensité lumineuse? Il suffit de faire le produit scalaire du vecteur des coefficients, que vous voyez apparaître à droite de l'écran, qui est le résultat, ou un des résultats de l'analyse mathématique. Il suffit de faire donc le produit scalaire du vecteur des coefficients par la fonction du modèle, que vous voyez apparaître tout à fait en bas. Et le produit scalaire de ces deux vecteurs est un scalaire qui est la variable, qui est la valeur, pardon, de la réponse prévue pour une expérience donnée. Quelles sont les cellules variables? Eh bien, on va faire varier les proportions des constituants. C'est les variables internes. Vous les voyez apparaître dans les 4 premières colonnes de la fonction du modèle, x1, x2, x3, x4. Et la valeur de chacune de ces variables est ensuite utilisée dans la fonction du modèle pour générer des variables de type rectangulaire, xi fois xj, comme par exemple x1 fois x2, x1 fois x3 ou x2 fois x3. Ces cellules variables, on va demander au logiciel de les faire varier de telle sorte que l'objectif soit atteint, c'est-à-dire qu'on trouve la valeur de x1, x2, x3, x4 qui permettent de maximiser y. Mais attention, x1, x2, x3, x4 ne sont pas des variables qui peuvent varier indéfiniment dans n'importe quelle direction, elles sont soumises à des contraintes, ici de deux natures, des contraintes individuelles
chacune des proportions est soumise à une contrainte inférieure et supérieure. Par exemple, la proportion du magnésium doit respecter une contrainte ou un intervalle qui est égal à 40% pour la limite inférieure et 60% pour la limite supérieure, au même titre que le liant doit avoir une proportion qui reste comprise entre 3 et 8%. C'est ce qu'on appelle des contraintes individuelles. Mais n'oublions pas que dans un mélange, on subit une contrainte relationnelle qui impose à la somme des proportions de rester constante. Donc ici, on a écrit une contrainte relationnelle qui est égale à 1. Et donc on va demander à un algorithme d'exploiter l'équation mathématique, donc la fonction du modèle, de telle sorte que l'on maximise la réponse, ici, en fonction des proportions des constituantes, tout en respectant les contraintes. Eh bien, voilà ce que l'on obtient tout calcul fait, donc c'est un algorithme itératif. On arrive à 52% pour le magnésium, on arrive à 22% ou 23% pour le constituant 2, 16,69% pour le constituant 3 et 8% pour le liant. Et tout ceci nous conduit, si le modèle naturellement s'avère de qualité suffisante, à une réponse prévue pour l'optimum qui vaut 397,63. Je rappelle que l'unité d'affichage c'est 10-3 candela. Voilà. Alors, regardons par curiosité ce qu'avaient proposé MacLean et Anderson en 1966 pour l'optimum à partir du même modèle. On avait vu que les coefficients que nous trouvons étaient très proches de ceux qui étaient énoncés dans la publication des auteurs. Et donc les auteurs avaient trouvé en 1966, et sur l'avant-dernière ligne en anglais, issue de la publication, une réponse égale à 397,48 10-3 candela. Donc nous avons finalement trouvé le même optimum, et en nous disant aussi qu'en 1966, on avait dû mettre en œuvre un programme de recherche d'optimisation non linéaire. Alors on ne s'en aperçoit pas aujourd'hui, mais à l'époque, faire des itérations dans un monde informatique était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Alors, imaginons qu'on se contente de cet optimum. Il faut, d'une part, aller faire une expérience de vérification pour confirmer. N'oublions pas que là, on est dans l'espace mathématique. Et avant d'aller dans l'espace mathématique, on peut aussi observer ce qui se passe sur la trace de la surface de réponse. Et prenez pour habitude, lorsque vous cherchez un optimum, à maintenant définir le mélange de référence comme étant non plus le centre du domaine, comme nous l'avions fait dans l'étape consacrée à l'analyse graphique, mais l'optimum. Et on voit effectivement qu'on s'est mis à la proportion maximale de liant, puisque vous ne pouvez que vous écarter par valeur négative de cette proportion, donc vous allez faire diminuer le liant, le constituant qui est représenté par une couleur rose, par rapport aux autres, et donc on voit un nouveau niveau de performance représenté par un trait horizontal, les traces de la surface de réponse étant concurrentes en ce point. On peut également utiliser, souvent c'est plus confortable pour les expérimentateurs, eh bien une vue éclatée de la trace de la surface de réponse qui nous montre ce qu'on avait déjà pressenti lorsqu'on avait fait l'analyse de la trace passant par le centre, que le dosage en magnésium était à peu près optimal. Il était à 50% en prenant le centre, ici il est à 52%. Par contre, on avait vu que le facteur de progrès sur lequel il fallait agir en priorité, si tant est que le modèle soit prédictif, encore une fois, bien c'était le liant et qu'il fallait le pousser à sa concentration extrême. C'est ce qu'on retrouve sur ce graphique. Voilà, alors on arrive à la fin de cette longue présentation de l'étude de cas proposée par MacLean et Anderson, et on va essayer de faire un récapitulatif rapide en revenant sur les points essentiels de cette présentation. Tout d'abord, quand vous êtes confronté à un problème de formulation, vous devez, après avoir naturellement défini l'objectif et la réponse, vous intéresser à une stratégie expérimentale, et cette stratégie expérimentale peut faire appel à des méthodes directes, c'est la méthode séquentielle du simplex, par exemple, ou à des méthodes indirectes qui nécessitent de faire une hypothèse. Cette hypothèse ici est un modèle polynomial de degré 2 à l'intérieur d'un domaine qui est limité par les contraintes que vous voyez rappelées à l'écran.
À partir du moment où vous cherchez à modéliser la variation de la réponse à l'intérieur d'un domaine, il a bien fallu en définir les bornes de ce domaine, il va falloir en définir la nature géométrique. Et c'est ce que nous avions fait, d'une part en découvrant qu'il s'agissait d'un polyèdre convexe, d'autre part en fabriquant ici, en présence de 4 constituants, la maquette de ce polyèdre convexe qui nous a permis de fabriquer un maillage empirique en retenant, c'est ce qu'ont proposé MacLean et Anderson en 1966, les coordonnées des sommets comme mélange, le centre du domaine, expérience impérative, et on est venu compléter ce maillage, puisqu'on avait besoin d'estimer 10 coefficients, par les centres des faces de ce domaine. C'est ce que vous voyez représenté par des points verts dans le plan de la figure. Ensuite, il faut rappeler que lorsqu'on utilise un plan d'expérience et une méthode indirecte d'optimisation, on fait l'hypothèse d'une forme particulière de modèle. Un modèle quadratique, pourquoi? Parce que c'est un modèle qui va permettre, au travers de ces courbures, de restituer la position d'un optimum, s'il existe. C'est ce qu'on a vu dans l'analyse des traces de la surface de réponse. Et ce modèle, il faut attendre de lui qu'il soit le plus prédictif possible. Pour ça, il faut s'intéresser à la valeur des leviers. Nous l'avions fait à plusieurs reprises dans la présentation. Et ensuite, souvent, dans les plans d'expérience en formulation, eh bien, indépendamment de la forme canonique des modèles polynomiaux, qui est souvent la forme récurrente que l'on propose pour faire de la modélisation, on peut utiliser des modèles alternatifs. Malheureusement, dans cet exemple, aucun de ces modèles n'était performant, mais ça nous a permis de les introduire. Et enfin, n'oublions pas que d'obtenir l'équation du modèle, ce n'est pas la satisfaction d'afficher des coefficients dans un tableau, c'est de pouvoir exploiter cette équation. Alors exploiter en faisant de l'optimisation comme on a vu, mais surtout exploiter en faisant un dessin, parce que ça permet de concrétiser le sens des coefficients et surtout, pour l'expérimentateur, le sens de variation lorsqu'on s'éloigne d'un mélange de références en valeur supérieure ou en valeur négative. Et c'est ce qui permet aussi d'appréhender une notion de robustesse autour de ce mélange de références. Donc voilà un petit peu ce que l'on a appris à faire dans cette étude de cas, en revisitant encore une fois l'analyse de MacLean-Anderson, et n'oublions pas que la publication date de 1966 et que nous sommes venus greffer dans la visite de cette étude de cas, eh bien, des approches qui sont apparues un petit peu plus tard au cours du XXe siècle. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous permettra d'illustrer agréablement le cours consacré à la partie extrême Vertex Design, dont on a vu que sa mise en œuvre ne demande pas des moyens très très complexes, au moins pour le maillage du domaine expérimental. J'insiste d'autre part sur la nécessité de construire une maquette lorsque vous avez 4 constituants afin de bien prendre conscience de la géométrie de votre domaine et de la performance d'un maillage par rapport à la couverture du domaine expérimental, sans avoir à recourir toujours et un peu trop systématiquement à des indicateurs algébriques qui sont parfois difficiles à percevoir lorsqu'on est débutant. Et puis j'espère que cette publication vous donnera envie de mettre en œuvre des plans de mélange dans le domaine de la formulation, dans les entreprises qui vous accueillent ou qui vous accueilleront. Voilà, merci encore de votre attention et puis à bientôt pour d'autres études de cas.